Bonjour à tous, bienvenue dans cette session Code égal doc. Le sujet de la documentation, c'est pas toujours le plus sexy. J'ai essayé de le rendre plus sexy, je porte même un super t-shirt. Alors brièvement, je m'appelle Gilles, je travaille à Criteo en tant que software engineer dans une entreprise qui s'appelle Criteo, qui est dans le secteur de la AdTech. Alors ça a été une des premières licornes françaises. Aujourd'hui, c'est une multinationale avec plus de 3000 employés. Alors on a une code base de plusieurs millions de lignes de code avec des dizaines de milliers de pages de documentation. Alors spoiler, je ne vais pas vous parler de comment est la documentation à Criteo, parce que c'est quelque chose qui est très spécifique à notre besoin, mais je vais plus essayer de vous expliquer quelque chose de fondamental et partager avec vous quel est l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on écrit la documentation. Et j'espère que je vais réveiller des passions qui sommeillent en vous. Alors déjà, premièrement, je vais articuler cette présentation en 3 grandes parties. Je vais d'abord essayer de vous montrer que la doc et le code, c'est la même chose. Après, je vais essayer de vous montrer que la doc, en fait, c'est plus générique que ce qu'on pourrait croire. Et à la fin, je vais essayer de donner des recommandations qui sont essentielles selon moi pour améliorer sa documentation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la documentation, c'est un sujet qui nous concerne tous. Alors qu'on travaille dans une start-up, dans une entreprise tech plus mature, qu'on soit individuel contributeur, qu'on soit manager, qu'on soit même CTO, en fait, on est tous confrontés à lire ou à écrire de la documentation technique. Alors si tu es un ninja de la tech, généralement, tu adores coder, mais tu n'aimes pas du tout documenter. Alors moi, je trouve ça très paradoxal, parce que je considère que c'est exactement la même chose dans mon métier. Rien qu'au niveau de la syntaxe, il suffit que tu prennes code, la chaîne de caractères, tu la retournes, et tu trouves doc. Déjà, moi, je trouve ça génial. Mais voilà, fin de la conférence, c'est QFD. Merci, au revoir. Non, plus sérieusement, découvrons ensemble pourquoi c'est la même chose, et pourquoi ça se ressemble. Alors en fait, déjà, pour coder ou pour documenter, tu as besoin des mêmes outils. Donc tu as besoin d'un langage, tu as besoin d'un éditeur et tu as besoin d'un manager de contenu. Alors l'idée, c'est que tu vas mettre de côté tes langages préférés. Moi, j'ai mis Java et Python de côté. Et là, en fait, mes langages, ça va être un langage de markup, comme par exemple le Markdown. Ça va être un langage pour pouvoir faire des diagrammes, donc je sais pas, par exemple Escalibro. Ça va être un langage pour écrire des formules mathématiques, comme LaTeX. Et ça va être un langage universel, donc l'anglais. Et après, mes tools favoris, ça va être Confluence et Notion quand je vais écrire de la documentation. Et le but, en fait, c'est d'avoir un cycle de documentation qui est le même que le cycle de vie d'un projet de code. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir écrire la documentation, on va devoir la partager, on va devoir l'historiser, on va devoir aussi, du coup, la faire reviewer par nos pairs, et pour qu'elle soit validée, et une fois, du coup, qu'on a produit cette documentation, elle va devoir être recherchée et lue par d'autres tech. Ensuite, tu vas être confronté, en fait, quand tu écris la documentation, au même challenge que quand tu écris du code. L'idée, c'est d'avoir une documentation qui est lisible, qui est maintenable, qui est performante, qui est minimale et qui est robuste. Alors, qu'est-ce que j'entends par une documentation performante? Du code performant, ça vous paraît assez évident, c'est en fait un code qui s'exécute rapidement sur des opérations complexes avec un minimum de ressources. L'idée d'une documentation performante, c'est une documentation qui est rapide à lire et qui apporte le maximum d'informations sans effort. Après, qu'est-ce que c'est par exemple qu'une doc robuste? En fait, une doc robuste, ça va être une doc, même si on ne la lit pas en entier, on a quand même de l'information et on n'a pas d'incompréhension ou de mauvaise interprétation. C'est tout comme un code qui est robuste, quel que soit le scénario d'exécution, on a le comportement attendu. Après, tu vas retrouver exactement les mêmes patterns ou anti-patterns que quand tu écris du code. Donc, c'est-à-dire que si j'en prends 2 qui sont assez classiques, tu vas vouloir avoir une doc qui est structurée et tu vas vouloir aussi avoir une doc qui n'est pas redondante et qui n'est pas dupliquée. Tu ne vas pas vouloir réécrire une documentation qui existe déjà. Après, ce qui est assez subtil, c'est qu'en fait, le code, c'est lui-même une documentation. Et donc, en fait, on voit petit à petit que le code, c'est qu'un type de documentation. Alors maintenant qu'on a vu que le code et la doc, ça se ressemble, on va voir que la doc, c'est beaucoup plus générique. Et en fait, là, je vais être un peu provocateur, mais moi, je trouve ça beaucoup plus vaste et beaucoup plus puissant que le code. Parce que le code, pour moi, c'est qu'une façon de faire de la documentation, et il y en a plein d'autres. Alors déjà, dans la salle, qui est en CDI? Levez la main.
Presque tout le monde, bravo, super. Et ben, en fait, je vais vous apprendre que vous êtes dans un centre international de documentation, CDI. Alors, pourquoi le code? Déjà, on va voir que c'est insuffisant pour décrire un projet tech. En fait, déjà, le code, c'est qu'une partie d'un projet tech. C'est pas tous les aspects du projet tech. On a le runtime, on a le déploiement, on a l'infrastructure, on a les gens qui travaillent sur le projet. Donc, c'est qu'un aspect. Il est nécessaire, mais il n'est pas essentiel. Ensuite, il n'offre pas une vue haut niveau du projet. Par exemple, on ne va pas s'amuser à lire des millions de lignes de code ou lire des dizaines de milliers de lignes de code pour essayer de comprendre ce que fait le projet. Ce n'est pas du tout efficace. Ensuite, il ne peut pas être lu par toutes les parties prenantes du projet. En fait, on peut avoir un projet qui est écrit dans plein de langages différents. On peut avoir des gens qui sont non-tech, qui ont aussi besoin de comprendre ce que fait le projet. Et aussi, ce n'est pas la source de vérité du comportement qui est attendu du projet. C'est juste la source de vérité de ce qui est observé. La première chose à se rendre compte, c'est qu'en fait, le code et la doc, ils sont un peu en effet miroir. Et si vous avez une mauvaise documentation, généralement, c'est que vous avez un mauvais code. Et tout doit être documenté. Et tout est documentation. Alors, il y a même, je vais jusqu'à dire que vos décisions techniques, elles doivent être documentées. Vous avez un pattern, j'ai mis un petit lien en dessous. C'est l'acronyme ADR pour Architectural Decision Record. Le but, c'est ça offre un framework pour loguer vos décisions techniques. Je ne rentre pas dans les détails sur comment ça marche, je vous laisserai regarder. Mais c'est très intéressant de tout documenter. Après, je vais arrêter de parler de coder et de documenter, parce qu'en fait, c'est assez limitant. On va voir un concept qui est plus général, et le mot-clé, c'est vraiment le management de la connaissance, le knowledge management. En fait, ce qu'on veut dans un projet tech, c'est on veut de la productivité. En fait, le code et la doc, ça permet de rendre son projet scalable et qualitatif sur le long terme. Ce qui est important à retenir, c'est sur le long terme. Un projet tech, ça peut être constitué de plein de composants techniques qui sont très diverses. Donc on peut avoir des data pipelines, on peut avoir une API, une web API, on peut avoir des modèles de machine learning, des datasets, des librairies, on peut avoir de la data, on peut avoir du support, on a plein de gens qui travaillent sur le projet. En fait, le but, c'est vraiment de transmettre de la connaissance pour que rapidement, quelqu'un qui ne connaisse pas le projet puisse être onboardé sur ce projet. En fait, vous pouvez voir votre documentation comme un énorme graphe de connaissances où chaque nœud de ce graphe de connaissances doit être fortement connecté aux autres. Alors, c'est un peu abstrait. Si je prends un exemple concret, par exemple, si vous avez une bonne documentation, ça veut dire que si je prends un dashboard de métriques, je prends ce dashboard-là, je dois comprendre très rapidement quelle est cette métrique. Elle ne doit pas être ambiguë. Très rapidement, je dois savoir pour qui elle est faite, quel code a généré cette métrique, quelle est l'architecture du code qui a généré cette métrique, etc. Et ça, très rapidement, en quelques clics. Alors, afin de générer de la connaissance, en fait, il y a plusieurs moyens. La façon la plus naturelle, c'est la manière manuelle. On écrit du code, on écrit notre architecture. Et il y a d'autres moyens. On peut utiliser des templates pour avoir automatiquement déjà une structure et de la documentation et de la connaissance. Et aussi, un autre moyen, c'est qu'on peut générer de la connaissance à partir de la connaissance existante. Un outil très répandu et très connu, c'est la Javadoc. Par exemple, à partir du code, on peut avoir la documentation de sa librairie. Il y a aussi, par exemple, Swagger. À partir de commentaires dans le code, on peut avoir directement la description de ce que fait sa Web API. On peut aussi, du coup, grâce au monitoring, avoir du tracing et en fait, très rapidement, avoir, grâce au lineage, les différents liens de façon explicite entre les différentes sources de données et se retomber sur tout ce qui est data mesh, service mesh, etc. et construire notre graphe de dépendance directement à partir du code. En fait, l'idée, c'est que la documentation, c'est un problème de double optimisation, comme bien souvent. Ce qu'on veut, c'est maximiser l'impact de la documentation, mais on veut minimiser son coût. Alors, maintenant, en fait, comment on fait pour monter en compétence sur des problématiques de documentation? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode super utilisateur avec les permissions root. Donc là, c'est comme sur le terminal. Maintenant, mes titres, ils vont commencer par dièse. Génial.
Alors, en fait, ce que je vous propose, c'est vraiment d'exécuter un plan d'action sur votre documentation pour acquérir les bonnes pratiques. La première étape, pour moi, comme bien souvent, c'est en fait il faut éveiller les consciences sur l'importance de la documentation et faire des trainings. L'idée après, c'est de construire ce qu'on appelle une métadocumentation, c'est-à-dire une documentation qui explique comment écrire de la documentation. Et l'idée derrière, c'est d'avoir une culture commune dans les équipes tech que tout le monde partage. Le deuxième point, après, c'est de définir des responsabilités. C'est-à-dire qu'un software engineer n'est pas responsable que d'écrire du code, il est responsable aussi de la doc qui accompagne ce code. Ensuite, on va organiser sa documentation et on va essayer de la standardiser. Le but, c'est de respecter en fait 3 mots-clés. Il faut que la documentation soit claire, soit concise et soit précise. Après, on va essayer de maintenir et de cleaner sa documentation en temps réel pour qu'elle soit toujours mise à jour. Encore après, on va essayer de trouver un intérêt personnel à écrire de la documentation. On va voir plus loin lequel ça peut être. Et on va aussi essayer de valoriser les profils qui écrivent de la documentation. Parce que ça a un impact immense à long terme. On ne pense pas au court terme, là, on pense vraiment au long terme. Et ensuite, on va essayer soit de développer des outils, soit d'utiliser des outils qui existent déjà pour minimiser la documentation manuelle, parce que c'est la documentation qui est la plus coûteuse. On va essayer de trouver des outils qui nous génèrent de la documentation pour nous. Alors par exemple, là, je passe directement au point numéro 3 sur concrètement comment on pourrait organiser sa documentation. Ce que je vous propose, c'est de vous focuser sur ce qu'on appelle l'audience et sur le contexte. Alors au niveau de l'audience, votre documentation, vous la prenez et vous la splittez. Alors d'abord en deux. D'abord, vous extrayez tout ce qui est organisationnel, c'est-à-dire les méthodologies de travail, l'organisation humaine, elle doit être dans un espace séparé. L'idée, c'est que votre documentation tech, elle puisse être toujours valable, même si vous avez une réorganisation de votre organisation. Ensuite, vous coupez votre documentation tech en deux. Vous faites une partie de la documentation qui explique comment on utilise le projet tech. Ça peut être pour d'autres développeurs ou pour des end-users qui sont non-tech. Et une autre partie qui explique comment votre projet tech marche. Ça, c'est la documentation que je préfère et qui est réservée en fait aux contributeurs. Après, derrière, le fil conducteur de votre documentation, ça doit être votre architecture. Et votre architecture, elle doit être structurée de façon hiérarchique, dont le code est en fait la partie bas niveau. L'idée, c'est d'arriver à la partie haut niveau, qui est un diagramme très simple qui explique ce que fait votre projet tech. Il y a un modèle assez connu qui s'appelle le C4 modèle qui définit 4 couches. Vous pouvez en définir plus si vous voulez, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à tout le monde d'avoir un niveau clair d'abstraction et de pouvoir changer de niveau d'abstraction en fonction du sujet sur lequel il travaille. C'est hyper important quand on veut résoudre une problématique technique de pouvoir raisonner sur le bon niveau d'abstraction. Ni trop de détails, ni pas assez de détails. Après, derrière, ça vous permet en fait d'avoir une documentation, et ça, il faut le garder en tête, qui doit répondre en fait à 3 vues différentes. On doit, quand on lit votre documentation, avoir une vue à la fois par projet, une vue qui est orientée pour les échelons et une vue qui est orientée pour les tech, pour la tech. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a exécuté son plan et qu'on itère dessus, avec un cercle vertueux, ce qu'il faut, c'est pouvoir traquer à quel point notre doc s'améliore. Alors ça, c'est assez difficile de capturer des signaux pour améliorer sa documentation, mais ce que vous pouvez faire déjà, c'est définir vos propres KPI. Une KPI super simple, c'est par exemple le taux de satisfaction de la documentation pour vos utilisateurs finaux ou pour vos développeurs. Vous pouvez aussi du coup mesurer si vos pages de documentation ou vos différents éléments sont consultés ou updatés. Et après, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez utiliser même une développeur experience plateforme. Il y en a une qui existe, qui s'appelle getdevx.com. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir envoyer des surveys à vos équipes et capturer du signal. Et après, vous pourrez même être comparé par rapport à l'industrie pour savoir où votre documentation se situe dans l'industrie, sachant que la documentation, c'est vraiment une des parties centrales de la DevX Experience. Si je résume, la documentation, ça permet, d'améliorer sa compréhension d'un projet tech, de rendre un projet collaboratif, par exemple en utilisant
un newcomer, et 3, de faire scaler son projet tech. Merci. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon blog jlecoup.com. Je pense qu'on a du coup plus le temps pour les questions. 15 minutes, c'est très court. Merci pour votre attention. Et je reste disponible juste là si vous avez des questions.